à toutes d'être présents ce soir. C'est vraiment un immense honneur que j'ai de vous présenter aujourd'hui cette présentation intitulée Progresser en course à pied et évoquer direction, abandon, adhésion. Je me félicite vraiment les foulées douces de Montamisé qui ont participé à l'élaboration de cet événement, Laurent Pénaud, Jérôme Ménard, Francis Brousse, sans qui cette intervention n'aurait pu être possible, et puis d'avoir permis de s'inscrire gratuitement si c'était quelque chose qui nous tenait à cœur. Voilà. On est réunis aujourd'hui pour la course à pied. Je ne prétends pas détenir une solution miracle, je vous le dis dès le départ. C'est plutôt une philosophie que j'aimerais faire partager ici. Une philosophie qui est le fruit d'abord d'une pratique de course à pied que je fais depuis 4 ans. Donc je pratique depuis moins de temps que la plupart d'ici d'entre vous, je suppose. Mais aussi en tant qu'enseignant à la faculté des sciences du sport dans le domaine des activités physiques adaptées. Sur des aspects pédagogiques et didactiques, j'espère nourrir cette présentation aussi dans ce domaine. Et puis aussi sur le côté chercheur et scientifique, puisque j'aime apporter une approche objective à la course à pied et faire des allées carrefour théorie pratique. Donc progresser en course à pied, et on va aborder une thématique qui n'est pas souvent abordée, c'est une logique qui suit la psychologie du sport, psychologie du sportif. Donc vous voyez ici plusieurs exemples de progrès. Il y a une multitude de progrès, une infinité de progrès qu'on pourrait évoquer. Là c'est vraiment caricatural. Vous avez en haut 3 types de progrès positifs. Une évolution régulière, c'est celle qu'on souhaiterait tous, on évolue tout le temps. Et puis ensuite évolution avec escale, on passe des paliers, donc peut-être on se retrouve également là-dedans. Finalement, l'ensemble de ces évolutions permettent d'adhérer, permettent d'arriver à long terme à un phénomène d'adhésion. Puisque finalement, progresser, c'est aussi à tenir dans le temps. Tenir le plus longtemps possible cette aventure qui est la course à pied. En termes d'adhésion, il peut y avoir aussi des déclins, donc c'est réussir à accepter aussi des fois qu'on puisse perdre en performance, mais tout en restant motivé dans le fait de progresser. Progresser n'est pas forcément synonyme d'amélioration du chrono, mais changement des sensations qui sont moins souvent évoquées. On a ici des exemples de progrès négatifs, exemple là, évolution surentraînée et mal dosée, peut-être enchaînement de trop de séances de qualité à la suite les unes des autres. Plusieurs explications à ce phénomène. La croisière clandestine ici, je l'ai nommé ainsi, c'est lorsque vous ne trouvez pas le moyen de progresser, ou l'outil, que vous êtes déçu, vous aimeriez progresser davantage, et puis là, il y a une personne un jour qui va se doper. Donc voilà, croisière clandestine. Progrès négatif également. L'idée c'est que ces progrès négatifs à long terme peuvent arriver à un phénomène d'abandon de la pratique. Et donc j'ose prétendre ici, avancer, que ces progrès positifs et négatifs sont majoritairement déterminés par un déséquilibre entre vos motivations. Donc les motivations que je vais évoquer par la suite, les motivations intrinsèques et extrinsèques. Alors, avant de parler de ces motivations intrinsèques et extrinsèques, j'aimerais juste évoquer ce qui permettra, ce qui va nourrir les contenus de cette présentation. Les champions sont des modèles, inexorablement, et on a tous quelques-uns souvent en référence dans nos proches, etc., des personnes sur qui on s'appuie. Pour le coup, je trouve que ces personnes sont particulièrement admirables dans leur façon d'aborder la course. Hubert Ripoll, je ne sais pas s'il pratique la course, mais en tout cas, c'est le président de la Société française de psychologie du sport. Il a collaboré avec les plus grands sportifs français qui ont été numéro 1 mondiaux. Et donc, il nous fait partager dans cet ouvrage, Le mental des champions, des choses rarement évoquées. Qu'est-ce qui fait que les personnes arrivent à se dépasser? Finalement, ils n'ont pas voulu être à tout prix numéro 1, on se rendra compte qu'ils sont avant tout guidés par le dépassement d'eux-mêmes et par les sensations intrinsèques. Vincent Louis également, triathlète de haut niveau, qui nous a représenté au JO de Rio et qui a terminé 7e.
Et on l'abordera finalement dans le dernier chapitre sur démarrer efficacement en course à pied. Voilà donc les deux carburants motivationnels. Vous avez d'un côté la motivation intrinsèque, lumière ou nuit, il faut choisir. Motivation intrinsèque, est-ce que j'ai bien pratiqué? Donc finalement c'est un peu de jeu de lumière entre la motivation intrinsèque et extrinsèque. On a une balance entre les deux. Quels sont les types de représentations qui nous animent lorsqu'on est guidé par une motivation intrinsèque? Ai-je bien pratiqué? Ai-je amélioré mon chronomètre? Ai-je donné le meilleur de moi-même? Donc là, on se réfère à nous-mêmes dans le temps. Motivation extrinsèque, ai-je mieux dominé mes adversaires? Donc d'un côté, on est guidé par des buts qui consistent à s'améliorer soi-même dans le temps et à viser de meilleures sensations, alors que dans l'autre, on souhaite battre les autres, être le numéro 1. Ceci ne concerne pas que les premiers du classement, ça peut arriver à toute étape du peloton. Ça concerne tout le monde, même un groupe d'amis avec lequel on s'entraîne, qu'on ait une VMA à 12, 18, 10, on peut avoir une petite compétition qui s'instaure, qui peut être saine, mais qui peut être aussi implicitement rentrer dans des mécanismes extrinsèques, et donc quelque peu nocifs. Mécanisme impliqué, motivation intrinsèque, c'est le plaisir de l'activité, le dépassement de soi qui sont les garants de cette motivation, alors qu'en motivation extrinsèque, on n'est pas dans la quête de soi-même, on cherche une reconnaissance, on cherche une récompense. Cette récompense, comme on va le voir, ça peut être un trophée, de l'argent, une perte de poids. Et puis, récompense sociale, reconnaissance d'autrui, recherche de la gloire. Donc, rien ne sert de courir. Il faut partir à point. Avant de courir et de vouloir progresser, il faut déjà rentrer sur ces réponses. Qu'est-ce qui fait qu'on pratique? Pourquoi on pratique? Donc, imaginons ici qu'on a une balance avec d'un côté cette motivation extrinsèque, c'est un gros boulet qui est là posé d'aplomb. On n'a pas besoin de beaucoup le travailler, il a tendance à être là implicitement dans la société. La comparaison à l'autre, le système normatif. Motivation extrinsèque, donc c'est la quête de la récompense. Et puis vous avez à gauche un schéma un petit peu plus complexe qui représente la motivation intrinsèque. Et donc là on va travailler sur cet aspect-là, donner des billes pour développer cette motivation intrinsèque et progresser in fine. Alors motivation extrinsèque, qu'est-ce qui joue dessus? Pour tous. Peut-être qu'il y aura des personnes qui feront exception, mais pour quasiment tous d'entre nous, il y a, c'est la sanction suprême, c'est la recherche de l'approbation sociale. Est-ce que j'ai bien fait? Eh bien, on l'a par nous-mêmes, mais il y a quand même des amis, des collègues, nos coéquipiers qui viennent nous dire ben oui, c'était bien, bravo. Quelque part, implicitement, on le recherche. Et c'est normal que ce soit présent, on en a besoin. Il ne faut pas que tout soit finalement porté sur ce bon travail, sur la reconnaissance de ce qu'on a fait. Ça peut être la perte de poids aussi. Donc si on cherche trop à pratiquer pour perdre du poids, ça peut à long terme générer un abandon. Si on a construit notre envie de faire de la course à pied pour perdre du poids, et sur rien d'autre, eh bien on risque d'abandonner à long terme. La coupe ici qui représentera la recherche de la gloire. Donc la recherche de la gloire, d'être sur la connaissance. Et puis, pour certains aussi, c'est possible des fois de gagner de l'argent sur des courses. On a des pratiquants qui reviennent pour des courses. En général, ils sont d'une autre couleur que nous. Mais ils ont aussi une motivation intrinsèque très développée, quand on voit qu'ils savent bien courir pieds nus sur des sols très instables. Ce n'était pas un propos raciste, je précise. Bon, bref. Motivation intrinsèque, quête de soi-même. Alors, quête de soi-même, qu'est-ce qui devrait être l'élément à la base de tout ça? C'est prendre soin de sa santé. Prendre soin de sa santé, c'est quelque chose quand même de primordial auquel on peut accéder grâce à l'exercice physique. Qu'il soit de nature vélo, natation, course à pied, un exercice d'endurance permet de prévenir les pathologies. Et puis, quelque chose qui pèse gros dans la balance, regardez, c'est tout à fait sur la gauche, motivation intrinsèque, c'est vraiment un gros boulet, c'est le plaisir. Je ne cours pas pour la performance d'abord, mais pour le plaisir. Donc ça, c'est deux éléments qui devraient être vraiment acquis avant d'aller vers la performance. Sous peine que si un jour on est déçu d'une performance, eh bien on ait quelque chose sur lequel se rasseoir. Le plaisir et la santé.
Voilà ce qui nous réunit probablement aujourd'hui. C'est ces marches d'escalier qui représentent une progression. En général, cette progression, c'est l'amélioration d'un chrono, ou des sensations, etc. On voit donc qu'il faut nourrir les deux premiers éléments. Une fois que vous voulez progresser, comment progresser? Bien, on abordera ensuite un prochain chapitre, mon prochain défi sportif. Mon prochain défi sportif, c'est-à-dire qu'une fois qu'on veut progresser, il faut savoir fixer des caps, des objectifs à long terme, moyen terme et court terme. Et ça, c'est fixé avec l'entraîneur ou par une tierce personne ou par le pratiquant lui-même. J'ai fixé mes objectifs et puis je vais créer un calendrier bien planifié avec des séances bien huilées, ordonnées en fonction des semaines avec des phases de travail. Donc c'est un aspect qu'on abordera. Je vais, à mon avis, rien d'apprendre de nouveau pour certains d'entre vous. Il s'agira de reprendre ces points, mais j'espère surtout éclaircir des choses sur le climat motivationnel de progression. Ensuite, vous avez l'aspect de la séance en elle-même. Donc on cherche finalement au sommet de cette balance à améliorer son chronomètre. Mais c'est un facteur extrinsèque. Il faut revenir également à des aspects intrinsèques. C'est-à-dire, une fois qu'on a battu son chrono, il n'y a pas que le fait d'avoir réalisé un meilleur chrono sur une course, ça peut être aussi qu'on se sent mieux, meilleure sensation, meilleure respiration, etc. Voilà donc les 7 billes que l'on retrouvera et que l'on abordera au cours de cette présentation. Avant de les aborder, on va voir comment on peut équilibrer ces motivations. Et pour ça, on va s'appuyer sur des exemples des interviews de sportifs que nous a rapporté Hubert et Paul. Alors oui, j'anticipe un petit peu trop avant de l'aborder, à savoir qu'on va aborder 10 commandements, équilibrer ses motivations, donc équilibrer la balance, prendre soin de sa santé. Donc là, ensuite, on aborde les 7 billes, prendre soin de sa santé, éprouver du plaisir, progresser dans un climat adapté, fixer des objectifs dans la longévité, programme individualisé, réussir et gagner en confiance, meilleure sensation. Et puis finalement, une fois qu'on a abordé ces 7 billes, savoir gérer l'échec, comment les interpréter, et démarrer efficacement en compétition avec un exemple, Vincent Luis. Donc, Hubert et Paul, il a interviewé 15 des meilleurs mondiaux olympiques au niveau français, qu'ils fassent du tir au pistolet, qu'ils soient plongeurs, qu'ils soient handballeurs, footballeurs, etc. Et il a essayé de savoir qu'est-ce qu'ils faisaient, pourquoi ils étaient arrivés à être numéro 1, qu'est-ce qui les motivait, pourquoi ils arrivaient toujours à persister dans l'activité malgré les obstacles. Et ce qu'on constate, par exemple ici chez Franck Dumoulin, et on le constate sur les autres interviewés, c'est une motivation extrinsèque qui va être limitée, gommée, pondérée. Ici, Franck Dumoulin exprime que sa motivation n'a jamais été le résultat, pour la médaille, pour la reconnaissance ou pour la gloire. Ça, c'est arrivé après, mais il l'a fait avant tout parce qu'il aimait l'activité. Il souhaitait avant tout se dépasser. Cela a été, et c'est toujours, de me surpasser, d'aller plus loin, de trouver mes limites, et, ne les ayant pas encore trouvées, je continue. C'est une quête d'absolu. Éric Navet, champion du monde d'équitation et double champion d'Europe, dénote l'intérêt de maintenir le progrès dans la longévité, c'est ce qui l'a animé, au-delà de devenir champion. Progresser, m'améliorer encore et encore. C'est ma passion première. Cette recherche de progrès m'a toujours guidé. J'ai toujours cherché à améliorer ma méthode pour m'approcher encore plus de la perfection. C'est cela qui me motive au-delà du résultat, c'est la longévité qui compte pour moi. Et on voit enfin que ce champion est attiré par la satisfaction sans battre les autres. C'est-à-dire qu'on peut gagner, parfois sans être satisfait de soi-même. Vous l'avez peut-être ressenti certains ou certaines. Et parfois on ne gagne pas, et on est content de soi-même. Parfois je gagne, mais je ne suis pas satisfait parce que la façon ne me plaît pas. Parfois, je ne gagne pas, mais je suis satisfait parce que je suis dans un cap pour faire progresser. Donc on voit bien ici que même parmi les numéros 1, on peut aller à l'encontre de ce cliché qui dit que le numéro 1, les champions, sont animés par l'idée de vouloir battre les autres. En fait, il y a aussi cet intérêt de se dépasser eux-mêmes et de maîtriser l'activité à la perfection. Ce sont des travailleurs acharnés qui font preuve de rigueur, d'audace et aussi de lâcher prise. Mais les deux motivations doivent cohabiter.
on ne se suffirait pas avec la motivation intrinsèque, il faut aussi de l'extrinsèque. Eric Navet exprime ainsi qu'il n'y a pas de cloisonnement entre les deux. Il a été admiratif des grands cavaliers, donc là il est porté sur les autres, il est admiratif d'eux en attente de reconnaissance. On est sur de l'extrinsèque. Par contre, ça le faisait rêver depuis tout petit et son ambition était de durer. Son ambition était de durer, c'est son progrès personnel dans le temps, c'est intrinsèque. Alexandre Biamonti, champion de monde de karaté en 98, je n'aurais jamais pu faire de karaté que pour gagner, pourtant, je n'aurais pu faire du karaté sans la volonté de gagner. Donc il exprime très bien l'intérêt de faire cohabiter motivation intrinsèque et extrinsèque. Alors, maintenant qu'on a perçu un peu l'intérêt d'équilibrer les motivations en se référant au champion, on va aborder chacune de ces billes qui constituent le développement de la motivation intrinsèque. Et on va commencer tout d'abord par la santé. La santé, prendre soin de sa santé, rappeler les bénéfices de l'exercice physique sur la santé. Voilà le constat d'une étude canadienne. Sachez qu'il y a 7 facteurs de risque qui sont connus par rapport au risque de mortalité, d'accident cardiovasculaire. Il y a la sédentarité ou l'inactivité physique, celui qui nous intéresse. Donc nous, justement, on essaye d'aller à l'encontre de ce facteur-là. Il y a le cholestérol, le diabète de type 2, l'hypertension artérielle, le tabac, l'obésité et l'alcool. Et bien, parmi tous ces 7 facteurs, le plus grand prédicteur du risque d'accident cardiovasculaire, c'est l'inactivité physique. Ici, vous voyez la prévalence de risque d'accident cardiovasculaire au Canada, et on voit clairement que l'inactivité physique se dégage comme le plus grand prédicteur, parmi tous les autres facteurs. Donc c'est encore pire de ne pas faire du sport, tout en fumant et en buvant. Bon, voilà, bref, vous m'avez compris. Je vais peut-être tourner dans le mauvais sens. C'est comme on peut tromper une fois 1000 personnes et les trucs des nuls, là, on n'y arrive jamais. Ouais. Pratiquer régulièrement un exercice d'endurance réduit le risque de faire une dépression. Donc là, c'est une étude de 91. On a environ 5000 personnes qui ont été suivies pendant 20 ans. Et donc, au départ de l'étude, parmi les 5000 personnes, on a créé 3 groupes. Le groupe de personnes qui faisaient le plus d'activité physique, un groupe qui en faisait un peu moins, de façon modérée, et un groupe qui avait un bas niveau d'activité physique. Et puis 20 ans plus tard, on a essayé de voir quels étaient leurs scores de dépression, du moins le risque de dépression de ces personnes. Et on constate que les personnes qui ont un bas niveau d'activité physique démontraient plus de symptômes dépressifs 20 ans plus tard que les groupes ayant une activité physique modérée et élevée. Donc pratiquer une activité physique régulière protège des risques de la dépression. Attention, c'est un cercle vertueux. Si on quitte l'activité physique, on est plus à risque de déprimer. Et malheureusement, quand on déprime un peu, on a une perte d'initiative qui fait qu'on a on a parfois du mal à se motiver à faire de l'activité physique. Donc évitons de tomber dans le cercle vicieux. L'exercice est supérieur à la psychothérapie. Voici les symptômes dépressifs que vous voyez sur l'axe des ordonnées ici. Et puis ici, il s'agit d'un entraînement, d'un suivi qu'on a fait chez 43 patients ayant une dépression majeure. Il s'agissait de courir à pied pendant 2 mois et 3 fois semaine à intensité modérée. Donc un footing 2 fois par semaine pour ces personnes-là. Donc c'est pour les personnes qui sont ici en rouge, le groupe exercice. Et puis le groupe contrôle en vert, ce sont des personnes qui ont eu un suivi avec un psychologue. Donc les suivants psychologues ont des intérêts positifs, des effets bénéfiques. Mais au-delà de cet effet, on constate que l'effet de l'exercice est plus fort sur la diminution du score de dépression par rapport à la psychothérapie. Donc c'est un traitement qui marche encore mieux que la psychothérapie quant aux symptômes dépressifs. C'est bien qu'on en est arrivé au niveau international, scientifique, ces dernières années, dans les congrès de médecine du sport, l'association américaine de médecine du sport, qui établit les recommandations, ose prétendre que l'exercice est un médicament. Exercise is medicine, c'est le slogan de cette association. Et comment on peut aussi avancer aussi bien cet argument? Prenons exemple cette étude de 99. Ici, vous avez les symptômes dépressifs chez des personnes qui avaient une dépression.
avant traitement pour 3 groupes. Un groupe qui va prendre un médicament, un groupe qui va faire de l'exercice régulier, puis un groupe qui va combiner les deux. Et on va regarder, après 4 mois de traitement, soit médicamenteux, soit par exercice, soit par combiné, s'il y a une réduction des risques de dépression. Donc là, on voit clairement que pour l'exercice, la réduction est similaire à la prescription médicamenteuse. D'ailleurs, ça justifie aujourd'hui pourquoi on a le sport sur ordonnance. Donc l'exercice est un médicament et quand on a une dépression, on pourrait aussi bien prescrire une séance d'exercice physique qu'un médicament qui peut en plus avoir des effets secondaires. Voilà, donc rappelons-nous tout ça, rappelons-nous qu'avant de pratiquer, si on a cette pratique, avant tout, c'est aussi prendre soin de son terrain. Et puis, ça peut améliorer aussi nos dispositions cognitives au travail avec les personnes, ça améliore notre mémoire. Là, vous avez une étude de 3 mois en course à pied chez des 21-45 ans. Peut-être pas tous d'entre vous, mais certains, donc désolé, j'ai pas ciblé tout le monde. Donc, qu'est-ce qu'on fait au départ de l'étude? On leur fait passer un test de mémoire à court terme et un test de mémoire à long terme. Donc, ils apprennent une liste de mots. Et puis, mémoire à court terme, ça veut dire qu'ils doivent rappeler les mots juste après. Donc, directement, juste après avoir appris les mots. Mémoire à long terme, en fait, on les interroge un jour plus tard et on leur demande de rappeler les mots. Et ce qu'on a constaté, c'est qu'après 3 mois de course à pied, il y avait une amélioration de la mémoire à court terme. En gros, on est plus efficace pour faire marcher sa mémoire de travail, pour discuter avec des personnes. D'ailleurs, j'ai parfois des connaissances, des personnes qui s'y mettent et qui disent « Ah ben oui, j'ai l'impression d'être plus rapide là pour interagir avec les personnes, mémoire de travail, etc. » Amélioration de la mémoire à court terme, et on voit en même temps qu'il y a la zone de la mémoire qui est appelée l'hippocampe. Cette zone va connaître une amélioration, une augmentation du débit sanguin cérébral. Donc l'hippocampe, on ne le voit pas très bien ici, c'est cette petite zone dans le cerveau là, qui est en principe sous forme d'hippocampe, et qui est particulièrement vulnérable au vieillissement. On sait qu'il y a une perte énorme de neurones dans cette zone cérébrale. Et bien avec l'activité physique, on augmente la quantité de neurones dans cette zone, on augmente le débit sanguin spécifiquement dans cette partie-là. Et cette partie qui est en rouge, là, le débit sanguin cérébral, après les 3 mois de course à pied, c'est justement cette petite zone qui permet de créer des nouveaux neurones. On n'en a que 2 dans le cerveau, et dans cette zone, on crée des nouveaux neurones. L'activité physique booste la création de nouveaux neurones et la mémoire. Donc c'est bon pour la mémoire, réduire les risques de dépression, les risques cardiovasculaires. Et on en a encore d'autres, réduire les risques d'obésité, diabète de type 2, cancer, etc. Alors une fois qu'on a bien établi que la santé est essentielle pour l'objectif en course à pied, savoir qu'on peut éprouver du plaisir avec la course à pied. Le plaisir, il est vraiment multiple. C'est tout d'abord ressentir l'environnement. Avec l'exercice physique, allons faire un footing en forêt, il y a les odeurs, il y a le visuel, si on court de nuit, de jour, le toucher, le contact de la voûte plantaire au sol, l'audition, juste entendre les oiseaux chanter. Donc, moi, c'est des choses que j'aime bien, ça. Peut-être que vous vous y retrouvez aussi. Il y a un éveil des sens en nature, même aussi au niveau urbain, entendre la ville qui vibre bien, etc. Et voilà, ça peut éveiller les sens. Il faut savoir qu'en plus, pendant l'exercice physique, vos sens sont décuplés. Vous percevez encore mieux les informations. Donc les sens sont de mise. Ça peut être un plaisir au niveau sensoriel. Ensuite, on peut se sentir intégré à un groupe. Ça fait lien au sentiment d'appartenance sociale qui est inhérent à toute personne. Se sentir appartenir à un groupe, ça évoque du plaisir, quel que soit notre niveau de pratique. Et on conseille de partager la course avec des personnes qui ont les mêmes valeurs, pour ne pas rentrer dans ce qu'on appelle une dissonance. Éprouver le bien-être pendant ou après une séance. Donc il est vrai qu'au bout de 30-35 minutes de course, on a une sensation d'euphorie apaisante qui est manifeste. On a longtemps cru que c'était des endorphines, et en fait ce sont des endocannabinoïdes, donc c'est encore pire à dire. Endocannabinoïdes, ça a une substance similaire à quelque chose qui est consommé parfois, qui n'est pas légalisé en France. Mais sauf que là, il n'y a pas d'effet secondaire de paranoïa. On est plutôt bien et on tripe avec les copains et les copines.
Regardez les personnes après une séance de fractionné, voilà.